Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Parc national du Mont-Mégantic. Je m'appelle Guillaume, je serai un de vos animateurs ce soir. On aura l'occasion de se croiser un petit peu plus tard au sommet de la montagne, puisque ce sera bien sûr un des moments forts de votre soirée, on l'espère. On se rencontrera dans un observatoire scientifique. On en est à la deuxième semaine de cette 35e édition du Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic. Le festival, c'est vraiment une très belle tradition. C'est un moment unique pour vous d'avoir accès de nuit à un observatoire de recherche, mais aussi d'avoir accès aux chercheurs. Il y en a qui seront présents ce soir à l'observatoire. Et depuis la fondation du Festival d'astronomie populaire, une des grandes traditions, c'est de recevoir des chercheurs, des conférenciers, pour parler de leurs travaux. Ce soir, c'est un petit peu spécial, parce que ce n'est pas un chercheur qu'on a avec nous ce soir, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important dans tout ce qui se fait ici au Mont-Mégantic depuis maintenant 40 ans. Bernard Malenfant, d'abord, il est arrivé dans les boîtes du télescope il y a 40 ans et il était, à cette époque-là, en fait, il a travaillé pendant 38 ans comme technicien. Alors, c'est un des deux techniciens qui, pendant 38 ans, ont pris soin de ce gros bébé-là. Ils l'ont opéré et ont permis à plein de chercheurs de faire leurs travaux ici. Mais comme si ce n'était pas assez, Bernard travaillait de nuit à l'observatoire, mais de jour, il se consacrait aussi à répandre l'amour de l'astronomie. Et c'est ce faisant qu'il est devenu le fondateur du Festival d'astronomie populaire. Donc c'est un peu grâce à lui si on est réunis ici ensemble ce soir. Et c'est un peu aussi grâce à lui qu'il y a ces belles installations ici, parce que Bernard est également le président fondateur de l'Astrolabe. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans la culture astronomique au Québec. Et ce soir, il va nous raconter son parcours, son histoire ici au Mont-Mégantic. Alors je vous demande de l'accueillir chaleureusement, Bernard Malenfant. Bonsoir et bienvenue. C'est vraiment le fun de venir moi-même donner une conférence dans mon propre festival. C'est une première invitation, en fait. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai déjà parlé beaucoup à côté du télescope et fait toutes les présentations. Ça me permet ce soir de vous raconter quelques histoires autres que même les gens ici en place ne connaissent pas. Donc, c'est avec un plaisir que je vous ramène tout de suite à la première lumière du Mont-Mégantic. Je l'amène faire un voyage avec ma radiophonique, où est-ce qu'à l'époque on disait ici Radio-Canada. Donc, je vous présente deux vidéos pour commencer. Je vous reviens après et vous allez comprendre pourquoi. À l'est de Sherbrooke. On a procédé il y a quelques jours à l'installation du télescope dont pourront se servir d'ici quelques semaines les astronomes de l'Université Laval et de l'Université de Montréal qui opéreront conjointement l'observatoire. D'une altitude de près de 1100 mètres, le mont Mégantic est le plus haut point du Québec, facilement accessible par route. La grande isolation du lieu constitue aussi un facteur important. Les astronomes ne risquent donc pas de voir la pollution atmosphérique et les lumières parasites des villes réduire la qualité de leur observation nocturne. La ceinture de plaine qui entoure le mont limite également l'agitation de l'air et rend l'observation plus efficace. L'ensemble du projet a nécessité un investissement de 4 millions de dollars. Outre l'achat du télescope, cette somme inclut le coût de construction du bâtiment qui l'abrite et d'une résidence pour le personnel de l'observatoire et les astronomes visiteurs. Le télescope, qui a coûté à lui seul 1 million de dollars, a été fabriqué sur mesure en Californie et constitue, selon les experts, un instrument de qualité exceptionnelle. Avec un diamètre de 1,60 m, cet appareil est le plus important dans tout l'est de l'Amérique du Nord. Il permettra d'observer des corps célestes situés à des milliards de kilomètres de la Terre à partir du faible scintillement lumineux recueilli par le grand miroir du télescope. En principe, on fera des travaux photographiques pour déterminer l'âge des amas d'étoiles. On va utiliser la spectroscopie pour déterminer la composition chimique des étoiles. Et on va déterminer les propriétés des galaxies en utilisant la spectroscopie, la photométrie photoélectrique. On va mesurer le déplacement des galaxies à l'intérieur des amas des galaxies pour déterminer les propriétés dynamiques des amas.
On utilisera l'interférométrie aussi pour l'étude des propriétés physiques des nébuleuses gazeuses, des étoiles et même des galaxies. Le télescope n'est sûrement pas un des télescopes géants de 3, 4 ou 5, même 6 mètres, mais avec un télescope de cette dimension, un bon télescope moyen, avec l'instrumentation et les qualités de détecteur qu'on pourra mettre derrière le télescope, finalement, on pourra compenser pour la grandeur d'instrument et faire une recherche qui sera compétitive sur le plan international sans aucun problème. La réalisation de ce projet marque une date importante dans l'histoire de l'astronomie au Québec. Nul doute que cet événement insufflera une impulsion nouvelle aux chercheurs d'ici qui devaient jusqu'à présent se contenter de faire de la théorie ou d'essayer d'obtenir du temps d'observation sur des instruments situés à l'extérieur du Québec. Ici Jean-Marc Carpentier, au Mont-Mégantic. Juste pour vous dire qu'Eduardo Hardy avait appris plusieurs langues, et ça fait 2 semaines qu'il était au Québec, et il parlait pas français quand il était venu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui comprenait vite, et il était le directeur, et c'est lui qui était responsable de la construction des radiotélescopes ALMA, pour ceux qui connaissent au Chili, c'était le patron derrière ça durant des années. Parce que Jean-René Roy était directeur des télescopes de Gimli, qui sont parmi les plus gros au monde à Hawaï et au Chili. Et de la même façon, ça a été le conseiller scientifique de Barack Obama durant 4 ans. Donc, le monde est parti. Envoie des gens un peu dans toutes les directions. On nous a toujours dit que c'était un travail parce que tous les étudiants qui ont été formés à l'Observatoire se sont trouvés des postes clés dans les centres de recherche, dont beaucoup sont directeurs de gros télescopes. Parce qu'ici, ils apprenaient comment ça fonctionnait et non pas juste comment réduire les données. Donc, c'est quelque chose de bien intéressant. Puis, Jean-Marc Carpentier, qui est le journaliste dans cette émission, avait écrit un article dans Québec Science en 1976. Et c'est en lisant cet article-là, quand ça avait sorti, que je suis parti à la course, voir le directeur de l'Observatoire pour lui dire que c'était moi qu'il fallait t'engager, puis il y a eu des délais, etc. Puis la suite est à lire. Donc, la prochaine partie va vous expliquer mieux pourquoi le monde est quantique, etc. Donc, vous allez déjà comprendre, puis on va vous conter d'autres histoires. À tout de suite. Rue Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois, il y a quelques 50 km de lac Mégantic, un chemin serpente dans la forêt et se dirige vers le sommet du mont Mégantic. Là-haut... Excusez-moi, un petit manque technique ici. J'ai déjà remarqué la belle musique de ces années-là. OK, on va prendre ça. Entre Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois, il y a quelques 50 km de lac Mégantic, un chemin serpente dans la forêt et se dirige vers le sommet du mont Mégantic. Là-haut, à quelques 3600 pieds d'altitude, le spectacle est grandiose, presque incroyable. Soudain, droit devant nous, un bâtiment étrange se dresse dans le paysage. C'est le premier observatoire astronomique du Québec. Les promoteurs du projet de l'Observatoire astronomique du Québec au Mont-Mégantic ont été les physiciens, les astrophysiciens de l'Université de Montréal, qui étaient en poste depuis déjà quelques temps, et qui en 1971 ont senti le besoin d'installer un observatoire pour leur aider dans leurs recherches pour établir, en plus d'astrophysique théorique, des travaux en astronomie optique d'observation. Ensuite, bien sûr, on a préparé un projet détaillé. À l'époque, on m'avait appelé comme consultant pour le choix de l'instrumentation, lequel a été présenté en 1974, à l'automne, au Conseil national de recherche du Canada pour obtenir les fonds nécessaires à l'acquisition de l'équipement scientifique. Le projet a donc été présenté par l'Université de Montréal avec la collaboration de l'Université Laval. Une entente avait été signée entre les deux universités pour l'administration scientifique. Le Conseil national de recherche, après une négociation, bien sûr, a donné son accord pour l'achat de l'équipement scientifique, du télescope, de la coupole, de l'instrumentation auxiliaire. Et ensuite, ou presque simultanément, bien sûr, le ministère de l'Éducation du Québec a aussi donné son accord pour défrayer les coûts de l'infrastructure, les bâtiments, la route, les services. Alors, il est important, bien sûr, pour optimiser le fonctionnement d'un télescope, qui de toute façon devait être établi au Québec, de choisir un site
où le ciel est noir, où l'altitude est importante pour pouvoir nous mettre au-dessus des brumes, au-dessus des pollutions, et un site qui soit à la fois relativement accessible tout en étant éloigné des grands centres urbains. Alors, il y a eu une campagne d'études qui a eu lieu avant les demandes de subvention, sur les 13, sur les 14, qui nous a amené à considérer 2 ou 3 sites. Et notre choix s'est arrêté définitivement sur le mont Mégantic, parce qu'il réunissait à l'optimum les meilleures conditions qu'on pouvait trouver. L'altitude du sommet est de 3650 pieds, ce qui est relativement élevé au Québec. Nous sommes loin de tout grand centre urbain. Nous sommes à 40 000 de la ville de Sherbrooke, à l'est de Sherbrooke. Les villages environnants ne sont pas assez importants pour créer des problèmes au point de vue de pollution lumineuse. Le site est assez bien accessible et le réseau routier s'améliore constamment, ce que nous sommes très heureux de voir, incidemment. Maintenant, il est important, bien sûr, de pouvoir conserver la qualité du site, en particulier la noirceur du ciel nocturne. Nous avons la chance ici, à l'Observatoire astronomique du Québec, d'avoir un des seuls sites noirs du Canada pour les grands observatoires. En fait, un des seuls sites qui soit encore très bon en Amérique du Nord. La plupart des grands observatoires ont eu le problème de voir se développer autour d'eux des villes qui ont rendu leur ciel plus brillant, et un télescope est très sensible à ce genre de problème. Alors, la construction d'un observatoire important dans un site non développé, sauvage comme ici, posait certains problèmes. Ça prend un certain temps. Les travaux ont commencé, le déboisement, le travail au bulldozer a commencé à l'automne, à la fin de l'été 1976, pour reprendre enfin au printemps 1977. La route était accessible, le sommet était accessible vers mai 1977. Les appels d'offres avaient été lancés pour la construction du bâtiment. Un contracteur local s'est vu accorder le contrat et les fondations du bâtiment ont été creusées. Le problème, bien sûr, était qu'il fallait asseoir le bâtiment et le télescope sur son socle, sur un sol très rigide, parce que la moindre vibration perturberait les observations. Alors, il a fallu décaper le sommet de la montagne jusqu'à un profondeur de 15 pieds environ, et c'est du granit qui était fissuré jusqu'à cette profondeur-là. Donc, les travaux de construction du bâtiment même, après les fondations, ont commencé à l'automne 1977, et se sont terminés se sont poursuivis pendant tout l'hiver. Ça, c'était relativement difficile, parce que le climat ici est très rigoureux. Les vents sont élevés, généralement, été comme hiver. On a souvent des vents ici qui dépassent 100 km/h. Les températures sont très froides, 40-45 Celsius sous zéro. Donc l'équipe du contracteur général a travaillé dans des conditions relativement difficiles pendant tout l'hiver. Enfin, le bâtiment a été prêt à recevoir d'abord la coupole, qui elle était une fourniture extérieure, c'est un instrument stylisé. Fin mars, la coupole est installée, le télescope, lui, nous avait été livré, il avait été en storage à Montréal pendant quelques mois. Il a été monté à l'observatoire quelques jours avant le début du dégel. De toute façon, après des épisodes assez intéressants et amusants, parfois frustrantes, nous avons vu notre première étoile au télescope le 27 avril 1978. Sur le site, ici, bien sûr, on trouve deux structures principales, le bâtiment du télescope et aussi ce que nous appelons le pavillon des astronomes, qui est un chalet, une résidence, où les astronomes peuvent venir coucher, se reposer, vivre pendant leur mission d'observation, où on trouve aussi, bien sûr, un gardien, un concierge, une ménagère, une cuisinière qui se charge de l'entretien des lieux, des laboratoires photographiques, astronomiques, électroniques, qui permettent de soutenir le travail du grand télescope. J'en profite pour vous mentionner que vous pourrez trouver ces documents-là, si vous le souhaitez, sur la page de Radio-Canada, dans les archives. Donc, ça vous permet de mieux comprendre comment est-ce que l'observatoire est arrivé, le pourquoi de tout ça. Et moi, j'aimerais justement parler à cette page-là. Et pourquoi moi, je me suis ramassé un jour dans les étoiles. En
fait, ça a commencé quand j'avais 8 ans, parce que je chantais à la chorale de Sherbrooke à la cathédrale. Et j'avais le droit de revenir tard à la maison. J'avais vu dans le ciel 3 belles étoiles. J'étais vraiment fasciné. Donc, l'été d'après, je suis allé au parc à côté de chez moi, je cherchais les 3 étoiles. Je ne comprenais pas pourquoi je ne les voyais pas. Donc, à l'automne d'après, je suis revenu encore de la cathédrale, puis je vois les 3 étoiles que je peux dire facile ici sur le trottoir, par-dessus la maison, à côté de la cheminée. Les 3 étoiles, je vais toujours les retrouver. Et que je reviens quelques jours après, à une heure différente, que j'arrête. Les étoiles sont plus là, ils sont rendus là-bas, je suis parti à la course pour dire à ma mère que les étoiles avaient bougé. Et qu'elle avait regardé. Ah bon? C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie, à tout ce que je trouvais intéressant pour ça. Et quand j'étais enfant aussi, c'est vraiment particulier parce que les gens me demandaient ce que je voulais faire quand j'étais pour être grand. Je répondais, je voulais trouver sur une montagne. Donc, mon rêve s'est réalisé à l'âge de 23 ans, où je suis arrivé ici dans la salle en construction. Donc, j'avais 23 ans, c'est le jour de mon premier jour de travail, le 24 février 1978. Et à l'époque, j'étais engagé et j'étais seul. Ce que je faisais, c'était beaucoup d'électronique. L'électronique était plus simple à l'époque, donc j'avais convaincu le directeur de combiner mon poste de recherche avec le poste d'électronique. Que je pourrais aussi réparer le télescope. C'était de l'électronique. Il n'y avait pas d'ordinateur encore à l'époque. Et c'était l'électronique, je pense, parce qu'on pouvait frapper dessus, tout ça. Et c'était un talent que j'avais, puis mon patron n'aimait pas ça quand je faisais ça. Non, mais ça marche, là. C'était assez particulier. Et donc, c'est à la fin de l'été, lorsque j'avais dit que j'aurais des jours de congé, quand c'était nuageux, bien évidemment, je travaillais tout le temps, depuis le mois de février. Et que je me suis renoncé de dire qu'il fallait que j'engage une autre personne. C'est comme ça que Justine Turcotte est arrivée pour travailler avec moi, qui était mon partenaire précis durant toutes ces années-là, parce qu'on se complétait bien. Donc, si on passe à l'image suivante, juste vous montrer qu'en février, moi je suis arrivé, le télescope n'était pas encore là. Évidemment, c'était la bâtisse en construction, je vais vous montrer ça. Puis le télescope a été construit en Californie. Et ce que vous voyez là, c'est un des miroirs secondaires du télescope. À l'époque, il y avait 2 miroirs, maintenant on en a enlevé un. Mais donc, ils sont en train de polir le miroir et c'est vraiment précis à une demi-longueur d'onde. Si on agrandissait le prochain miroir qui est en train de terminer d'être poli, ils sont en train de le préparer pour faire des tests et pour vérifier la courbure du miroir. Mais si on agrandissait à la distance de Montréal-Québec, la plus grosse imperfection sur la route, sur la face canadienne, c'est le plus seul. Donc, ça vous donne une idée de comment est-ce que c'est du travail. Et le prix du télescope, c'est les 2 miroirs et aussi les engrenages qui font l'entraînement. Le restant, c'est la structure mécanique et c'est ça qui fait que c'est un très bon télescope. D'ailleurs, la compagnie qui a fabriqué le télescope, on voit ici les engrenages justement qui sont pour le miroir secondaire. Et tout ça pour dire que le télescope qui a été construit par la même compagnie que le télescope spatial Hubble, sauf que ce télescope-là a l'avantage qu'on peut le réparer quand il est brisé. Je pense que Hubble, ça a été plus compliqué pour aller faire des malades. Donc, si on poursuit, donc on voit le télescope là, avant qu'il se fasse peindre de la couleur. Vous allez le voir ce soir. Et c'était du beau travail. C'est vraiment une compagnie qui a fait beaucoup de télescopes dans le monde, qui avait innové beaucoup dans ce genre de télescope-là. Et c'est le plus gros télescope qui existe, qui est pris par un seul côté. Mais, sinon, ça prend une fourche et la bâtisse est beaucoup plus grosse. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est justement. C'est tout à l'heure, tu mentionnais que c'est le sommet du Mont Mégantic. Oui. Et donc, tantôt, on a vu une photo, mais là, la route n'est pas encore là. Et je me souviens que René Racine avait dit monter à pied, il y avait une cabane de scout. Il avait été faire des tests. Donc, si on voit sur la photo d'après, on voit que la route a été souvent malmenée. Il y avait souvent des tempêtes et lors de l'immigration, pour la zone qui était là, la route avait été lavée durant la journée, il avait fallu faire venir des camions, des bulldozers, etc., pour que les autobus, les recteurs des universités et tous les gens venaient visiter. D'ailleurs, le Toyota Corolla, pour ceux qui connaissent vraiment. Sur la prochaine photo, on voit justement en haut la plateforme de scout, et qui était vraiment plus grosse, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, mais qui était vraiment plus haute. J'étais monté moi aussi pour voir ce que ça avait l'air durant la journée, pour faire des tests. Et donc, le trou qu'on voit à côté, c'est le même sommet, mais qui a été vraiment décapé, comme il disait. C'était gros comme ça ici. Ils ont placé
de sommet un petit peu de la montagne pour commencer les constructions. Et ce qui est intéressant de la raison pourquoi c'est arrivé l'hiver, c'est que le contracteur qui va faire la structure d'acier, qui était indépendant du contracteur général qui fait tout le bâtiment, a fait faillite au début de l'été. Ce qui a retardé l'inauguration et qui a forcé les gens à travailler en plein hiver au sommet de la montagne. Et croyez-moi, j'étais présent, puis c'était la pire hiver qu'on a eu. Hein. Les camions, monter les camions de ciment, c'était un bulldozer qui traînait à partir de là-bas, c'était impossible qu'ils montent. Puis il y avait beaucoup de plaisir à descendre ici. Donc, on voit le bâtiment terminé à la fin du mois de mars. Et ici, les fameuses boîtes dans lesquelles je suis arrivé. Moi, c'était la boîte qui fait taram, 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 taram. C'est ce que mon patron me dit. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et effectivement, le télescope est arrivé depuis 6 mois, puis il a été mis en storage. Il pouvait venir le livrer directement à l'observatoire, mais il est resté là-bas. Et un jour, quand sont arrivés les gens qui sont venus pour faire la coupole, ces gens-là arrivaient du Mississippi et ils n'avaient jamais vu de neige. Et quand je suis allé les chercher à l'aéroport, puis je roulais plus que 50 km à l'heure, il y avait de la neige sur la route. Il y avait peur. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et il n'y avait pas amené de linge. Donc, on est allé chez Canadian Tire. On a encore des cycles de ski de l'époque et des bottes qu'on a achetées pour eux autres. Et la partie intéressante, ça, c'était le dimanche de Pâques. Il avait monté ces deux morceaux-là. Puis, il y avait une méga tempête. Et dans le vent, ça s'en allait comme ça. C'était en train d'arracher le bâtiment. Puis, il y en a un des cartes de prix, une ceinture pour faire parce qu'ils sont protégés. Il s'est vraiment fait attacher après un morceau de métal qui est allé glisser ça en haut, sur le bout du bout, comme ça, puis c'est lui qui avait peur quand je voulais en retour. Ça pour dire que la coupole a été construite et une fois que le bâtiment a terminé, on a pu commencer la construction du télescope. Et ça s'est fait au mois d'avril. Tous les boîtes sont arrivées. Là, on voit un peu les constructions qu'on voyait tout à l'heure. Il y a plein de photos intéressantes d'ailleurs, où est-ce qu'on voit justement le rebord. Ça, maintenant, c'est à l'intérieur du bâtiment. Et la coupole est venue s'asseoir sur ça. Donc, on voit les bandages. Puis ce qui est drôle, c'est que je regarde les arbres, ça a la peine pousser différemment. C'est des bonnes ailes. Et si on continue, on voit justement des camions qui déneigeaient l'hiver. C'était un camion qu'on appelle un camion Mercedes, moi, le concierge de l'époque, j'avais demandé comment conduire le camion, puis il m'avait dit un coup de poing dans la cabine, puis un coup de poing dans le dash et un coup de poing dans la cabine. Puis il m'a fait pour trouver le temps, parce qu'il y a beaucoup de neige au monde atlantique. Parfait. Moi qui adore le ski, le fond. Donc, si on poursuit, on voit justement le morceau de métal qui est allé mettre entre les deux temporairement pour être capable d'empêcher les deux choses de battre comme ça. J'avais trouvé vraiment rare. Et la coupole est finalement terminée. Elle était vraiment un peu luisante à l'époque. Donc, si on va à la prochaine photo. Ce qui est intéressant, c'est que le télescope, j'aurais pu vous montrer des extraits de vidéos qu'on a retracés de l'époque, mais ça serait trop long pour vous montrer la construction. Mais quelques jours avant la nuit, le télescope était prêt, avant le 27 avril. Et je vais juste vous montrer ici le premier instrument et le deuxième instrument qui était le photomètre. Donc, ce qui est intéressant avec l'Observatoire du Mont Mégantic, c'est que quand moi je suis arrivé, il n'y avait pas des caméras électroniques comme on a aujourd'hui, et c'était que des plaques de verre. Et la première photo qu'on a faite a été faite avec ce porte-plaque-là. Et le truc qui était vraiment intéressant, c'est qu'il fallait dans un congélateur où les boîtes de plaques Kodak étaient gardées, et les plaques étaient de cette grandeur-là. Et il ne fallait pas évidemment faire ça à la carte et ouvrir les boîtes, qui étaient faites spéciales pour l'éclairage, mais tout ça se faisait au noir. On mettait ça dans une boîte en métal dans laquelle on mettait une espèce de gaz alchimique qui aidait qui était en fait à hyper sensibiliser les plaques. Donc, au lieu d'avoir 2% d'efficacité, on avait 4% d'efficacité. Mais tout ça se faisait sans allumer les lumières. Évidemment, après ça, on montait la boîte à la coupole, puis après ça, il fallait être capable de trouver le porte-plaques. J'espère qu'il était meilleur que ça dans le noir. Oui, je manque de pratique. En fait, il y a besoin d'un peu d'amour. Et donc, ça venait à l'usure. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait prendre la plaque, puis après ça, trouver de quel côté était l'émulsion. Ça, c'était des plaques de verre. Et donc, là, on touchait un petit peu avec la table, parce que c'était la seule façon de sentir le chimie qui était là. Et on mettait le produit chimique de ce bord-là, parce qu'il y a beaucoup d'astronomes et d'étudiants à l'époque qui montraient ça dans la ça n'allait pas très bien. Et après ça, il fallait sortir dehors, retracer le télescope pour se rendre au télescope, et après ça,
crier go et ouvrir le porte-plaque. Et c'était des photos qui pouvaient durer 5-7 heures. Le plus long que j'ai fait, c'est une photo de 8 heures. Et c'était vraiment du sport. Et après ça, elle est développée. Donc, les étudiants d'aujourd'hui, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils ont manqué. C'était la belle époque. Donc, si on poursuit, ce qui est intéressant après ça, c'est que on est arrivé au 27 avril, où finalement, le télescope était monté, les miroirs étaient tout en place. On avait déjà vérifié plusieurs choses, mais on n'avait pas encore observé. Donc, c'est la nuit de la première lumière. Les deux techniciens de la compagnie, Ron Plate et Richard Serge Denas, c'était astronome, Robert Secourin, ingénieur, René Racine, moi, Lucille Talbot et François Talbot, qui était la cuisinière et le concierge de l'époque. Donc, c'était une nuit que j'ai réussi à retrouver une archive qui est vraiment intéressante parce que ça faisait 10 ans que je l'ai cherché. J'avais prêté ça à quelqu'un qui malheureusement est décédé. On a réussi à retracer de ses amis et ils nous ont redonné notre boîte. Donc, voici un court extrait. C'est bien important, la première lumière, c'est une bouteille de champagne dans tous les observatoires. Évidemment, c'est moi qui observe au télescope. En théorie. L'important, c'est le pas. On peut le faire. Donc, M. Racine était bien fier. On l'a entendu avec le départ, c'est vraiment du bon champagne. On perd un peu à cause qu'on n'a pas le sang. Ça va faire. C'est vraiment fort. Et c'est allé frapper dans le haut de la coupole. C'est vraiment forcé pour faire. J'étais vraiment impressionné parce que le premier objet qu'on a regardé dans le télescope, évidemment, on a pointé des étoiles pour être capable de se retrouver dans le ciel. Une fois les horloges ajustées tout ça, le premier objet qu'on a regardé, c'est M13. Et c'est comme ça, vous allez peut-être le voir ce soir. Ça, c'est la première photo qui a été faite à l'observatoire, mais au mois de juin. Et ça, dans ça, il y aurait plus de 500 000 étoiles. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier qu'il y en avait deux disparaître en 1999, mais en tout cas, c'était à surveiller. Et cette nuit-là, c'est ce qu'on avait regardé pour la première lumière. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des plaques. Vous allez peut-être, c'est dépendant tout à l'heure, vous avez observé une galaxie qui s'appelle M82, donc c'était sur des plaques de verre. Et il y a 800 plaques photos qui ont été faites. Et entre le 27 avril et le mois de juin, il y a eu beaucoup de tests, il a fallu réaligner le miroir, les télescopes, beaucoup de vérifications, de calibration. Donc la première photo de l'observatoire comme tel a été prise en juin 1978. Et c'était, encore une fois, il y avait une plaque test juste avant. L'ingénieur en question s'est fait chicaner par le directeur. Pourquoi tu n'as pas pris la première photo M13, mais la première importante? Ça a été M13. Donc, sur la prochaine image, on voit justement les instruments dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la caméra qui nous permettait de regarder à l'oculaire. Il fallait faire le foyer du télescope, regarder pour trouver la galaxie qu'on ne voyait pas, s'assurer qu'on était effectivement à bonne place. Et après ça, arriver avec le porte-plaque. Le télescope, il bouge évidemment, parce que quand il était sur la dernière marche de l'échelle, c'était vraiment. À l'époque, on était jeunes, donc c'était facile à faire des choses comme ça. Donc, l'instrument qui était vraiment intéressant, c'était que en astronomie, ce qui est important, c'est la variation de la luminosité par rapport à les standards de couleur sur une courbe de lumière qui est connue, pour savoir l'âge des étoiles. Donc, ici, j'ai apporté l'élastique. Donc, à l'intérieur du photomètre, si on va sur le dernier, voilà. Donc, ici, comme ça, et comme ça. Il y avait deux canaux dans lesquels on mettait des fils de bleu, vert et rouge qui nous permettaient de calibrer comme pour les étoiles. Donc, c'est vraiment, dans cette technologie, on mettait de la glace, et c'était des caméras électroniques, mais à 1 pixel. Donc, on avait 2 pixels dans notre cas. Et c'était une innovation, parce qu'on pouvait calibrer le ciel en même temps, il y avait des variations. Donc, sur la prochaine image, on retrouve ce qui va donner beaucoup de soucis au début. C'était pas facile à fonctionner, donc encore moins. Il fallait prendre des grandes plaques
les couper pour que ça rentre ici à l'intérieur. Il est toujours au noir. Donc, il fallait mettre l'ébullition vers le bas avec un traceur coupé pour faire des plaques. Et mettre la plaque à l'intérieur de ça. Et après ça, l'amener au spectrographe qui était ici. Donc ça reçoit la lumière des étoiles. Il y a un miroir qui est ici. Juste en haut, il y a une espèce de prisme qui fait un arc-en-ciel avec la lumière. Et ici, derrière, il y avait le récepteur qui était ça. Et c'est encore l'instrument le plus utilisé à l'observatoire. Il est encore en fonction. Évidemment, ça a été modernisé par des détecteurs électroniques. Mais à l'époque, il fallait faire des calibrations, aller au télescope à la dernière marche, parce qu'il y avait un astronome qui s'appelle Anthony Moffat, qui a donné son nom. Et lui, il avait ça à regarder les étoiles qui passaient à travers les satellites. Donc, c'est jamais lui qui montait dans le télescope. Donc, il fallait aller comme ça. Et après, ça a retourné. Ça a été beaucoup de sport et beaucoup d'heures de plaisir aussi. Donc, ça fait partie des objets pour le musée de l'astrolabe ou de l'observatoire. Un des deux places, éventuellement, ils vont trouver leur endroit. Donc, sur le prochain instrument, justement, on voit le fameux photomètre avec les tubes qui rentrent là, avec des petits matériel électronique pour être capable de juste mesurer les comptes des photons. Donc, il rentrait un photon linéaire, puis en dessous, il y avait des électrons qui étaient accélérés. Et l'alimentation électronique de ça, c'était 2000 volts. Donc, c'est pour accélérer les électrons dans le détecteur. Ça a été beaucoup utilisé, beaucoup de thèses ont été faites dans les années 80 jusqu'à temps qu'arrive les temps modernes. Où est-ce que la première caméra infrarouge à 1 pixel, qui s'appelait Monica, qui est à l'origine de toutes les choses que vous allez entendre parler tout à l'heure, de tout ce qui s'est fait en développement d'infrarouge. C'était la thèse de maîtrise d'un étudiant qui s'appelle René Doyon, qui est maintenant le directeur. Et il y avait eu beaucoup de pépins et il était bien heureux parce qu'il réussissait toujours à rebâtir ça lui a permis d'amener le Québec dans le monde de l'infrarouge. Et là, je suis en compagnie justement de Ghislain, qui était l'autre technicien avec moi. Donc, si on poursuit, il est arrivé aussi l'ère des détecteurs électroniques. Donc, au lieu d'avoir un pixel, on a des détecteurs comme ça dans le fond de ces caméras-là qui nous permettent de faire des images en 2 dimensions et que vous utilisez dans vos caméras et dans vos cellulaires aujourd'hui pour faire des photos. Ça a été développé à l'origine pour faire de la recherche avec les étoiles et les détecteurs pour faire de la recherche. Donc, maintenant, c'est très miniaturisé, mais évidemment, ces objets-là, nous, on les refroidit avec de l'azote liquide pour être sûr qu'on ne mesure pas la température de la pièce. Il est bien la lumière des étoiles, donc c'est toujours à moins 140, moins 120 degrés Celsius à l'intérieur de cette espèce de thermos. Donc, la prochaine image nous montre justement un instrument qui est maintenant ici à l'entrée, quand vous rentrez dans la pièce, juste à côté de l'accueil. Ça s'appelle un polymètre. Un instrument qui avait été donné par l'Université d'Hawaï qui ne l'utilisait pas. Il était dans sa boîte d'origine et ça ne fonctionnait pas. Il y a personne là-bas qui devait se casser la tête avec ça. Ça a été un projet qui me gardait bien occupé durant des mois. Mais c'est un autre instrument qui était avec plus d'un pixel, dans lequel on était capable de mesurer ce que la dimension des grains de poussière autour des étoiles ou des champs magnétiques. C'est d'ailleurs avec un instrument similaire que j'ai vu le plus loin dans l'univers, à 7 milliards d'années-lumière. J'avais mesuré, j'avais trouvé un petit objet que je mettais pour le mesurer, et on mesurait le champ magnétique autour d'un quasar, qui était vraiment loin. Donc à 7 milliards, c'était plus loin que j'ai vu, c'était vraiment dans le passé. Mais cet instrument-là s'appelle la Belle et la Bête. La Belle étant l'ordinateur, et la Bête étant ce qu'on voyait avec tous ces câbles et tout ce qui venait avec, à moins 30, ça ne marchait jamais. Donc, là, j'avais des étudiants. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas? Ben, parce qu'il fait froid. C'est comme ça. Donc, on voit la panoplie d'instruments. Un instrument très original qui est encore très utilisé aujourd'hui, qui va être encore pour le temps, c'est la caméra infrarouge. La caméra infrarouge qui voit avec le plus grand champ. Et quand c'est l'hiver au Mont Mégantic, pour vous le compter tantôt, c'est comme ça, on avait un télescope de 4 mètres au lieu de 1,60 m. Panoramix, qui était un réducteur focal, qui m'a permis à moi d'aller observer à Hawaï 2 fois avec cette caméra-là, parce qu'il y avait besoin du gars qui l'avait installé et fabriqué au cas où ça brille. Donc, c'était Jean-René Roy, justement, le monsieur qui était avec Barack Obama. Il y a la technologie moderne, donc on voit encore le même spectrographe. Spectromètre, où est-ce qu'on met le détecteur doré au bout comme ça pour mesurer la lumière. C'est beaucoup plus facile qu'aller à l'extérieur et chercher le télescope.
un autre instrument infrarouge qui est présentement au Chili, et Spiam, qui était un prototype, qui est un nouvel instrument qui a été fait aussi pour Hawaï, sur le canal de la France Hawaï. C'est vraiment de la technologie développée par des chercheurs du Québec pour des étudiants, des thèses de maîtrise et de doctorat, qui fait que le télescope du Mont Mégantic est probablement le plus petit grand télescope et le plus grand petit télescope. C'est de faire parler la lumière, et non pas juste de regarder les étoiles. Donc, beaucoup de beaux projets de chercheurs, des gens qui ont fabriqué ces caméras-là sont utilisés au monde et ils les cherchent, ils en veulent. Donc, qui me permet de vous glisser un petit mot sur l'idée des couleurs. On voit ici en bleu, en vert et en rouge ce qu'on utilise pour faire des photos. Donc, sur la caméra, le détecteur qui est juste une couleur, on met des filtres en avant. Et lorsqu'on combine les trois images, on obtient la même image qu'on voit en bas. Donc, vous avez Jupiter et Saturne. Et dans la bande K, avec la caméra CPOT, on peut refaire exactement la même chose. Ce sont des fausses couleurs et ça nous montre un peu comment est-ce que les différents gaz réagissent. Si vous regardez dans le cas, déjà ici une bande centrale qui est très chaude, le restant c'est froid. Donc, c'est avec ça qu'on fait des belles images qu'on voit dans nos calendriers. Et si on poursuit, je me souviens d'avoir fait cette belle photo, cette comète-là. Et donc, c'est une comète qui bougeait. Et sur le télescope, il y a une façon de calculer la vitesse où se déplacent les comètes. Et on peut suivre les comètes. Donc, c'est pour ça qu'on voit l'étoile au début, on a commencé en bleu, après ça en vert et en rouge. Et le télescope suivait la comète et non pas les étoiles. Et c'est pour ça qu'il y a fait des points. Parce que le télescope se déplaçait par rapport aux étoiles. Sur la prochaine image, on voit un champ d'un étudiant qui travaillait justement avec l'instrument que j'étais allé à Hawaï. Et c'était un champ qui nous permettait de voir une grande section du ciel en même temps. Et lui, il mesurait, avec ça, c'est juste des photos de son champ qu'on a pris à une fin de vie parce qu'on avait terminé, mais il était capable de mesurer la vitesse des gaz qui se déplacent par rapport à nous, à quelques kilomètres à l'heure près, malgré la distance de ça dans l'univers. Et avec ça, il a remetté ça, puis il était capable de refaire un modèle de comment tout ça bouge, en mesurant précisément les vitesses des gaz, des nuages qui s'échappent. Et c'était vraiment un beau projet de doctorat. Et avec l'instrument que je vous montrais tout à l'heure, qui a été fabriqué pour Hawaii, maintenant ils font ça en client rapide. À l'époque, c'était les heures de photo. Donc, si on poursuit, voici une partie intéressante, c'est que pour votre information, si vous allez sur le site de l'Observatoire ou si vous tapez tout simplement photo Mont Mégantic ou sur le site de l'Astrolabe, on le retrouve aussi. C'est un projet qui est fait par des étudiants des universités pour apprendre, parce que dans ça, il y a des chercheurs qui ne voient pas un télescope. C'est une fois aussi d'avoir des images pour faire un calendrier qu'on fait à chaque année. Et c'est obscur projet d'imagerie à l'Observatoire du Mont Mégantic. Donc, il y a vraiment une grande quantité avec toutes les informations, si vous voulez entendre parler des nébuleuses, des galaxies, etc., de toutes les informations. Et tout à l'heure, avec la fameuse caméra Monica, il y avait un groupe de chercheurs qui était venu de France parce qu'il y avait une étoile qui passait derrière Jupiter, mais juste à la hauteur de l'atmosphère, et ça donnerait des informations. Et eux, il y avait comme une espèce de spectrographe, mais pour avoir ça en infrarouge, il y avait mis la caméra Monica. Et là, tout le monde était prêt, il avait amené une quincaillerie pour faire un spectrographe. Il avait monté tout ça, puis la caméra refusait de marcher. Là, il restait 1 minute, ça durait 30 secondes. Et il restait 1 minute, tout le monde ne savait pas quoi faire parce que ça serait perdu. Le ciel était là, le télescope pointait, on attendait juste que la caméra marche, mais ça ne marchait pas. C'est là que mon patron ne m'appelait pas, parce que j'ai dit, OK, tournez-vous de part, puis tout le monde s'est tourné, je fais, excusez-moi. Et finalement, ça s'est mis à marcher 30 secondes, puis ça l'a arrêté. Donc, si vous allez sur le Pion, vous allez voir cette publication avant historique. Il était bien franc avec moi. Donc, si on continue, ce qui m'amène à vous parler d'une partie de mon travail, c'était de refaire à chaque année, il y a de la poussière qui s'accumule sur les miroirs, il y a de l'humidité, de la condensation, etc., etc. Les miroirs, contrairement au miroir de votre salle de bain, c'est le morceau de verre que je vous ai montré tout à l'heure, l'aluminium est déposé directement là-dessus. Donc, à chaque année, il fallait refaire ça, maintenant aux 2 ans, parce que c'est un peu vieux. Et donc, moi, je m'amusais vraiment à installer des petits filaments à l'intérieur de la cuve. Et j'ai passé beaucoup de temps dans cette cuve-là. Vous allez voir ce soir, quand vous allez arriver à l'observatoire, vous allez la reconnaître, parce que dans une photo, et la prochaine photo, il montre justement l'aluminium de cette année.
Et là, on a enlevé le son, et je peux vous faire ce que je chantais en finance. Et voilà, un beau miroir neuf. Malgré l'âge de 40 ans du miroir, quand on le ressort de l'intérieur de la cuve, c'est comme si le télescope était neuf. Vous pouvez voir, c'est très beau. D'ailleurs, quand j'avais 40 ans, non, c'était l'été de mes 40 ans. Et je suis arrivé ici, j'avais 10 ans. Donc, vous voyez la cuve avec la photo tout à l'heure, quand je suis arrivé le 24 février, c'est exactement le même environnement qui était terminé, puis on a installé ça au printemps pour être capable de l'utiliser l'année d'après. Et c'est un processus d'alchimie. Il n'y a pas grand monde au Québec qui faisait ça. Et maintenant, des nouveaux qui font mon travail, qui sont très bons, ont appris cette année, commencé à débrouiller. J'étais juste là pour dire oui, non, peut-être. Et puis, voilà, c'est la seule personne que j'ai rencontrée un jour qui était capable de me poser des questions là-dessus. Il m'a dit, ah oui, puis là, tu dis ça, comme ça, comme ça. Puis je voyais qu'il comprenait ça. Puis là, il m'a répondu, ouais, il dit, moi, je fais 10 000 boules de nouvelles nature. Donc, il n'a pas les 10 000 boules de nouvelles avec une couverture en aluminium avant de mettre tout là-dessus. C'est intéressant. Donc, ce qui m'amène à une partie vraiment intéressante de ma vie à moi, c'est que quand la première nuit d'observation, ça avait été annoncé, le plus gros télescope radio-canadien, on avait parlé, et là, ça avait été annoncé dans les journaux qu'il y avait une première nuit d'observation ouverte au public à l'observatoire, mais il y avait tellement de monde qui sont venus, et les premières autos ont monté la côte, il n'y avait plus de place pour stationner, ils sont stationnés le long de la route. Les deuxièmes sont arrivés, ils sont stationnés de l'autre côté de la route, les troisièmes qui arrivaient à la fin, ils n'étaient plus capables de se tourner. J'avais été obligé d'appeler la SQ pour lui dire de m'envoyer. Ils sont venus avec 2 autos, 4 policiers pour démarrer l'embouteillage. Personne n'était capable de tourner. Et donc, il était venu 1500 personnes. J'étais justement avec Jean-René Roy, qui était l'astronome qui était sur les télescopes, puis l'astronome qui était avec Barack Obama, puis on regardait ça, puis on se demandait qu'est-ce qu'on va faire. Il y avait une lignée, ça descendait plus bas que ça, puis ça arrêtait pas. Les gens regardaient dans le télescope, puis la sortait, puis on n'a pas réussi à passer tout le monde. Et ce que ça me dit, c'est que quand moi je travaillais le jour, les gens n'arrêtaient pas de sonner à la porte. Et je pensais, si moi je n'avais pas travaillé là, j'avais été le premier à sonner à la porte. Et donc, je laissais la porte ouverte, puis là, quand je voyais je travaillais, il me prenait dans la fenêtre, puis j'allais parler, puis je réussissais jamais à faire le travail que j'avais à faire. C'était comme 2h30 dans ce temps-là. Et donc, je suis allé voir le directeur en lui disant que je savais qu'il y avait un organisme qui s'appelait Faire Balance, qui aurait quelques milliers de dollars. Et on a engagé 2 étudiants, dont un, et celui qui est encore astronome amateur, qui fait la fac qui s'appelle Clear Sky Club. Et lui est au Mont-Mégantic, il est météorologue à Montréal, et il fait un modèle plus précis de météo que Environnement Canada, il travaille pour Environnement Canada. Donc, c'est vraiment palpitant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Et tout ce que ça me dit, c'est que le Mont-Mégantic était vraiment un lieu qui était destiné pour recevoir des gens. Et c'est cet été-là, ce printemps-là, où j'étais assis à l'épingle, que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'ils ne sont jamais montés en haut, où j'avais regardé ça, puis je me disais, le Mont-Mégantic, ça pourrait être un parc national. Ça s'était déjà discuté, il y avait un grand directeur à l'époque, et ce serait le plus grand parc au Québec, puis au monde, parce que dans le fond, ce serait le parc de la Terre aux étoiles. Donc, bienvenue dans le parc de la Terre aux étoiles, vous êtes dans la section étoiles. Et donc, si on poursuit, le Mont-Mégantic est devenu tellement populaire, je ne sais pas exactement pourquoi lui était là, mais c'était pour tourner, et puis ça donne une d'hélicoptère autour de la montagne. Et le Mont-Mégantic a été tellement populaire que c'est effectivement le télescope le plus visité au monde, je pense. C'est en moyenne 20 000 personnes, il y a près de 1 million de personnes qui sont venues visiter l'observatoire, et vous voyez dans les médias, quand il se passe de quoi, c'est vraiment important pour le public. Donc, si on va dans la prochaine photo, c'est à ce moment-là qu'on faisait des soirées d'observation. Là, les gens arrivaient, puis je venais de où? Ah, on arrive de Chicoutimi. Ah ouais, puis ils vont retourner à Chicoutimi à ça. Oh, oui, on voulait regarder dans le télescope. Puis je me disais, pourquoi pas faire une fin de semaine où des gens plus bons pourraient parler, les astronomes pourraient venir, les étudiants étaient là, donc tous les profs venaient au Festival d'astronomie. C'était vraiment une fête. On faisait des présentations, des conférences dans les pays. Dans l'école, c'était des ateliers, les gens étaient assis dans les chaises de première année, les classes étaient pleines. Et c'était vraiment sous la forme d'une fête. Ici, il y avait déjà le chalet de ski à l'époque, des chalets qui étaient à l'accueil, pas l'accueil de l'autre à côté. Et il y avait un feu de camp, puis il y avait le directeur du département de physique qui jouait de l'accordéon à tous les fêtes. Et puis je faisais chanter des brigadons monte, et puis là, durant ce temps-là, les gens montaient avec leur voiture, puis les gens faisaient la queue le loup, il n'y avait pas encore d'autobus. Si bien qu'en 1985, Hillary est venu donner 3 conférences. Et cet été-là,
entre le mois de juin et le mois de septembre, les 11 semaines où c'était ouvert, il y a passé 35 000 personnes qui sont venues visiter l'Observatoire. Et ce que peut-être certains de vous se rappellent, c'est que à l'époque, le réseau Patonique, maintenant TVA, nous avait donné du temps et c'était marqué visiter l'Observatoire du Mont Mégantic, le plus gros télescope sur la côte est de l'Amérique du Nord, et ça clignotait gratuit. Et c'était volontaire parce qu'on avait le type de faisabilité pour créer l'astrolabe. Parce que c'était fun. La part des visiteurs à l'Observatoire et la toilette était tout fait pour ça. Il n'y avait pas de stationnement, il fallait trouver une solution. Si on voulait garder la porte ouverte, l'université ne voulait plus qu'on poursuive parce que ça entraînait trop de complications. Et pour l'Université de Montréal, l'Observatoire du Mont Mégantic, c'est comme le centre de physique en recherche nucléaire. Il y a personne qui va visiter ça, il n'y a pas de tour dans l'université actuellement. Donc, ce qui m'a amené à l'Astrolabe, vous pouvez voir, c'était tout vitré au début, c'était beau aussi. On est dans la salle de bureau qui est là, c'est le bureau qui descend comme ça. Donc, on est là-bas. Et c'était un beau projet, ça avait pris quand même de 84 à 94. On avait trouvé l'argent nécessaire pour faire ça. Et je suis vraiment content parce que c'est ça qui fait que les gens, combien de jeunes sont venus ici avec leurs parents dans un festival ou à l'Astrolabe durant l'été et qui sont devenus maintenant des chercheurs ou même des politiciens de la science. Et pour nous autres, c'est vraiment important. C'est pour le futur. Et on voit maintenant la bâtisse terminée avec les expositions. Et c'était construit à la base, donc les gens venaient quand même aller observer au sommet. Il y avait juste un festival, donc on a eu l'idée brillante de demander en fait, c'est lui qui m'a proposé de me donner son télescope. Il y a un monsieur de 74 ans qui m'a appelé. J'avais aidé à faire son télescope. Il avait fait beaucoup. Il m'a dit mon télescope tout à l'heure, ça vous a coûté combien? 250 000 $. Je vais vous donner un reçu d'impôt. Avec ça, on est allé chercher l'argent pour faire le bâtiment qu'on voit dans la prochaine photo. Vous allez aller visiter tout à l'heure. Donc, c'est le début de la construction de l'Observatoire populaire. Ça aussi, je trouvais ça beau. Je vais s'essayer avec l'architecte. On voit le télescope de M. Saint-Hilaire qui est là. Je suis en train de rentrer la partie la plus précieuse, qui est à l'intérieur, avec le prévoir d'aller le chercher au lac Gagnon, en haut de Montebello. Il est ramené ça ici avec un camion. On l'a reconstruit à l'intérieur et continuant la coupole et tout ça. C'était quand même de quoi se garder occupé. Et voici ce que moi j'aime à dire, je rêve toujours d'une soucoupe volante et j'aime bien de dire que ça donne avec les lumières autour. Éventuellement, on va mettre des lumières qui tournent en rond comme ça. Champ de pliable. Donc, voici le miroir, le télescope que vous allez pouvoir visiter tout à l'heure. Et sur la prochaine photo, on voit justement M. André Saint-Hilaire qui a eu plus de plaisir à construire son télescope qu'à observer. Il vous racontera éventuellement l'histoire en haut, si ça se raconte encore. Martin Cochon, le ministre de l'État à l'époque, qui m'avait donné une belle subvention, qui avait aidé beaucoup. Le gouvernement du Québec avait participé avec le sous-ministre d'État. Il avait investi, et un généreux donateur qui avait, lui, dans la photo de l'Astrolabe, au début, il n'y a pas le Cosmolab encore. Et ce monsieur-là, un jour, il est venu visiter, puis je ne savais pas ce qu'il l'a rencontré. On fait le tour de la bâtisse, puis il me dit il y a un endroit pour parler de cosmologie chez vous, comme ça. Il m'a cherché avec $1 million pour faire un annexe, puis parler de cosmologie, de l'origine de l'univers, puis différentes théories sur l'univers. C'est la bâtisse que vous allez pouvoir visiter tout à l'heure. Mais je vous serai rencontré avec un beau paquet de problèmes qui sont venus avec, et heureusement, on s'en est sorti. Sur la prochaine photo, le fameux télescope, comme on l'écrivait sur la page de Facebook de l'Observatoire cette semaine. C'est la bête. Vous pouvez voir la bête de proche. Là, voici un télescope de 24 tonnes, le télescope le plus performant au Canada et le plus gros sur la côte est de l'Amérique du Nord, qui est accessible pour vous ce soir dans le cadre du 35e Festival d'astronomie populaire. Et voici le sommet de la montagne où j'ai passé 38 ans. Et je ne m'ennuie pas comme ça des étoiles. Pour moi, c'était d'être sur la montagne qui me battre avec des intempéries. J'ai donné des chaînes dans les pieds, ou à moins 45, c'est une autre histoire. Et donc, je suis chanceux, je ne me suis jamais collé la langue sur la base. Mais quand j'étais enfant, on m'avait dit que j'étais souvent dans la Lune, et donc sur la prochaine photo, je vais voir un peu. Là, je suis assis sur la Lune, évidemment, c'est la Terre derrière, mais j'ai toujours été dans la Lune, et en fait, ce que je vais vous présenter en fin de vidéo, c'est. Il n'y aura pas de question. Ah? Je pensais que les compagnies avaient fini à 8 heures.
Bon, donc, je vous encourage, je vais le mettre sur je ne sais pas où là, mais c'est dommage, mais en fait, je veux juste vous raconter rapidement, c'était lors d'un tournage, où est-ce que ça raconte toute l'histoire de pourquoi, de comment est-ce que je me suis ramassé ici, puis on voit, c'est fictif, et donc c'est l'histoire de Bernard Paradis qui veut aller rejoindre les étoiles, qui fait des tests, etc., puis qui rêve de vie et des fois depuis son enfance, et qui à la fin, on voit juste, c'est pour protéger en fait l'identité de E.T. On voit juste l'ombre de E.T. puis on voit qu'il y a le sur la console du télescope de ici qui vous mettrez, si vous allez sur Vimeo, ça s'appelle Les Étoiles. Donc, vous pouvez demander pour regarder ça, ça se trouve facilement que Vimeo, Les Étoiles. Ça doit sortir dans le premier. Ouais, mais en fait, ouais, non, c'est sûr que quand même, c'est un petit peu plus loin la recherche. Mais tout ça pour dire que merci d'être avec nous. Je tiens, tant qu'ici, on avait à remercier beaucoup l'équipe du parc qui vont vous faire rêver ce soir et qui font rêver les gens à l'année longue ici au Mont-Mégantic. C'est vraiment du tonnerre. Quand j'étais assis à l'époque, je n'ai jamais rêvé que mon rêve deviendrait si grand que ça. Et c'est une belle équipe, et je suis vraiment fier du travail qui se fait. Moi, je suis bénévole de toujours. Et les gens qui sont ici, c'est des mordus. Puis même Guillaume qui était venu avec ses parents à l'âge de 2 ans, il a tellement aimé ça qu'il est encore là. Et là-dessus, je vous remercie de votre écoute. Puis si vous avez quelques questions que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être le temps pour 2 questions, mais merci beaucoup. Franchement, Bernard. Merci pour ta conférence, mais surtout merci pour 40 ans de travail. Ouais, je tiens juste à vous spécifier que je ne prends pas aucune question sur les extraterrestres, parce que je n'ai pas le droit d'en parler. On va régler la question à la source. Est-ce qu'il y a une question rapide? Oui. Oui. Oui, exactement. Ça fait que si on voulait faire une photo couleur avec ça, il fallait prendre une photo en rouge, en bleu et en vert. Et les plaques photo n'étaient pas très sensibles en rouge à l'époque. Mais ce que ça a fait, c'est qu'une plaque de photo de 5 heures que je prenais avant, ça prend comme maintenant 10 minutes à faire. Donc, on peut mettre les filtres, c'est facile de faire ces images-là. Les images couleurs à l'époque, pour nous autres, c'était ardu. Ça voulait dire vraiment faire 15 heures de photos pour être capable de le combiner. Ça fait qu'il a existé des photos en noir et blanc des premières images de l'observatoire qui sont maintenant disparues dans la circulation. Et ça a été très populaire. J'en ai donné à plein de monde dans les années 80. Ça ne coûtait rien, gratuit, c'était l'observatoire. Si jamais vous êtes très chanceux et qu'il ne fait pas beau ce soir, on aura l'occasion de vous montrer tous les détails de comment on fait des images à l'observatoire. Oui, si vous êtes chanceux et qu'il ne fait pas beau. Oui? À part du quasar, et très rapidement, un soir, j'étais sur la passerelle, puis je regardais les étoiles, puis là, j'attends, puis dans ces constellations, il y a pas d'étoiles brillantes comme ça. Donc, je suis allé voir, puis je me suis posé la question. C'est bizarre. Je suis allé chercher l'étudiant. Là, je dis, non, il n'y a pas d'étoiles comme ça dans cette constellation. Parce qu'il y a une étoile les plus brillantes du ciel. Et je me dis, ben, c'est peut-être une étoile qui explose, puis une étoile à cette heure, c'est comme ça. En plus, c'est pas une étoile, puis il est retourné à sa place. En fait, comment? Oui. Là, elle s'est retassée, elle est retournée à sa place. C'est vraiment bizarre. Là, il faut faire la version couple. Quand l'hélicoptère est passé au-dessus du musée, on a compris que c'était un objet volant identifié. En fait, c'était l'hélicoptère de l'armée américaine qui faisait le dessus de la frontière, puis quand ils s'en viennent sur le 45 mètres parallèle, après ça, il y a le Vermont, puis là, ça bouge comme ça. C'est pour ça qu'on le voyait bouger, puis on l'a entendu passer. On était à 5 km de la frontière, au sommet de la montagne, donc on a vu passer l'hélicoptère. Mais j'en rêve, hein. Moi, je suis le premier je voudrais maintenant avoir assez parlé de ce qu'on balance avec les étudiants, qu'il y en ait un dans le cas qui trouve la réponse, puis il y en a un qui avait fait des fait son doctorat en supraconductivité à l'Université de Sherbrooke. C'est un des champions mondiaux sur la supraconductivité, ce que j'avais dit que le défi, c'était qu'il trouve le moteur qui nous permettrait d'aller dans l'espace avec des batteries. Comme M. Elon Musk fait ça avec des bombes encore, mais éventuellement, il serait peut-être intéressé avec des batteries pour que ça fonctionne. S'il y en a qui croient qu'il y a un complot, qu'on cache, qu'il y a de l'électrique quelque part dans l'univers, dites-vous que si Bernard le savait, il l'aurait déjà dit à tout le monde. Mais c'est très important, c'est pas moi qui l'ai inventé la phrase, mais si vraiment il y a de la vie juste sur
sur l'univers de Dieu, c'est écouter les nouvelles, tu peux savoir un petit peu les États-Unis de ce temps-là, puis dire que s'il y a de la vie juste sur la Terre, c'est un très gros gaspillage d'espace. Et je vous invite à revenir l'an prochain pour avoir la réponse avec l'émergence de futur food. On est en train de travailler pour l'année prochaine. On ne va pas manquer. Merci beaucoup, Bernard.